Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire suivi et performance de sa politique d'achat durable. Quelles sont les mesures et indicateurs recommandés? Alors, c'est un titre à rallonge, mais tout y est important, vous allez le voir. Ce webinaire donc, est organisé par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le programme d'action, enfin de soutien financier mis en place par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition énergétique et écologique en partenariat donc là avec le Conseil national des achats, le CNA, Ecovadis et BPI France. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christelle Richy. Je fais partie d'une équipe Grand Est qui accompagne les entreprises sur les différentes thématiques, à la fois efficacité énergétique, efficacité matière, énergie renouvelable et adaptation au changement climatique. J'accompagne les entreprises depuis une grosse vingtaine d'années. Initialement, j'étais dans le domaine bancaire et financier. Et puis là, ça fait 11 ans que je travaille au sein de la CCI et je suis plus particulièrement en charge de l'optimisation de la gestion des déchets, d'économie circulaire et de la thématique des achats durables depuis maintenant 6 ans. Et aujourd'hui, donc sur ce webinaire, je vais avoir l'aide précieuse donc de Ronan, mon collègue référent éco-conception et sur le territoire alsacien. Alors, ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes acheteur, acheteuse, en charge de la RSE dans votre entreprise, DAF ou dirigeante de votre entreprise, et vous gérez quotidiennement les relations que vous pouvez avoir avec les fournisseurs et ou des tableaux de suivi. Et du coup, votre rôle est primordial pour construire une stratégie d'achat durable. Alors, nous avons vu en mai dernier les outils qui pouvaient aider à la mise en place de cette politique d'achat durable, et aujourd'hui, on va poursuivre avec le suivi et les mesures. Donc, grâce à notre webinaire d'1 h 30, vous allez découvrir ou redécouvrir pourquoi et comment suivre cette stratégie. Et pour suivre la performance en fait de votre stratégie ou de votre politique d'achat, il va falloir la mesurer. Donc, on va voir ensemble quels indicateurs, quels KPI vous pouvez choisir. Le programme est très dense. Donc, vous allez avoir en intervention, donc dans un premier temps, Sabine Jean Dubourg, donc qui est consultante au cabinet The Alab. Marion Gadet de BPI France, Nicolas Dussert chez Ecovadis et Frédéric Bonifacio de BNP Paribas, donc pour avoir ça va être intéressant intéressant et pertinent de comprendre en fait ce qui se passe au niveau du milieu bancaire. Et puis Christine enfin de Schmidt Group parlera des indicateurs que suit son entreprise. Alors, vos micros et vos caméras sont coupés. Cependant, à tout moment dans le webinaire, vous pouvez intervenir par l'intermédiaire du chat qui se situe en haut à droite. Un temps de questions-réponses à la fin du webinaire est dédié justement pour vous aider et répondre à toutes les interrogations ou même les réflexions que vous pouvez avoir dans ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Sabine, le temps donc de changer de présentation. Hop. Voilà, Sabine, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous avoir ce matin avec nous. Nous allons donc démarrer cet atelier des indicateurs clés des achats responsables par une très rapide présentation que j'ai voulu visuelle, puisque je travaille avec une facilitatrice graphique. Donc, c'est le slide numéro 2. Et ce petit film, on a un petit problème de son, donc vous l'aurez sans le son, mais c'est pas grave. Slide numéro 2, Christelle. Alors, je ne sais pas si c'est moi, c'est tout. Moi, je t'entends très très mal. J'espère que c'est juste moi. Je passe à ciel 2. Alors, on va vous passer donc une vidéo. On a un problème de son, donc soyez attentifs à l'image. Tout est dit dans l'image. Voilà.
On est un petit son quand même, c'était pas mal. Bon, slide suivant. Ah, ok. Impeccable. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des indicateurs, c'est qu'il faut un petit peu parler un petit peu de réglementaire et comprendre un petit peu le contexte européen, puisque notre Union européenne est un continent qui s'engage dans sa transition. Donc, vous vous souvenez tous des accords de Paris en 2015 sur le climat, où nous avons eu comme objectif au niveau mondial, puisque c'est l'accord mondial, d'être au niveau européen le premier continent neutre en carbone. Parallèlement, eh bien, nous avons les ODD qui ont été validés à cette même époque par les 195 États reconnus par les Nations Unies, qui ont pour objectif de converger vers un modèle économique de responsable et durable. Et au niveau européen, l'Européen a mis en place le Green Deal. Donc, slide suivant. Je ne sais pas si on m'entend bien, Christelle, là maintenant. Moi, oui. J'espère que Super. tout le public aussi. Super, super. Et donc, ce Green Deal a en fait deux parties. La première partie économique, adressée aux entreprises, et la deuxième partie finance, et on a beaucoup de banques aujourd'hui, adressée aux organismes financiers. En fait, l'idée de ce Green Deal, c'est d'éviter justement cette jungle des lois là, que j'ai citées, qui sont en dessous et dont on va parler plus tard, et d'avoir une même loi unique qui permet, donc slide suivant, de pouvoir comparer les entreprises de la même façon dans toute l'Europe. Slide suivant, Christelle. Christelle, tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Alors, Christelle, tu m'entends? Christelle qui semble avoir un problème de connexion. Ah oui, d'accord. Ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être reprendre la main sur la présentation. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez le support. Je vais l'ouvrir, puisque sinon, ça ne va pas être très agréable pour nos participants. Elle a disparu. Voilà, donc vous êtes présentateur et vous pouvez donc faire partager écran dans l'icône en haut à droite. Ok, j'arrive. Désolée pour ce petit temps de... Les joies du direct. Et oui. Là, je suis coincée moi aussi. Est-ce que vous arrivez à partager votre écran en cliquant sur l'icône? Pas encore. J'ai un petit temps d'attente. Ok. Alors, donc, je clique sur cette icône. Vous m'avez dit partage. Voilà, en dessous de micro, donc il y a micro, caméra, et maintenant vous avez l'icône partage d'écran.
Je ne vois pas laquelle. Alors non, je vous redésigne comme présentateur. Hop, là dans l'annonce devrait apparaître. Voilà. Afficher mon écran, parfait. Je ne l'avais pas en effet. Oui. Ok. Et voilà, donc là c'est bon. Il suffit de mettre en plein écran et on voit bien. Parfait. Ok, parfait. Bon, ça sera plus fluide. Alors, Donc, dernier petit détail, il faut basculer en mode. Là, vous êtes en mode. Il faut basculer en mode présentation normale. Là, on voit en fait la présentation présentateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que oui, ça je doit vois être. tout à fait ce que vous voulez dire. Autant basculer entre les affichages, je pense. À droite. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Oui. Ah oui, donc oui, remettez en plein écran et c'est. Là, il faut Voilà. basculer entre les affichages, Sabine. Ouais. Un peu à droite. Un peu à droite. 3 cm à droite. Ah non, ça marche pas. Bon, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? Hop. Oui, je pense qu'on voit bien comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut être agile. Tout le monde voit bien comme ça. Ok, oui, très Je bien. continue. Je pense que je continue comme ça. OK. Donc, on a un contexte de reporting extra-financier qui s'épaissit et qui s'harmonise, ce qui est extrêmement intéressant. Parce que quand on voit, en fait, la directive CSRD et la taxonomie verte qui concerne les entreprises, le règlement SFDR qui concerne les investisseurs et les investisseurs, tout ça, ça permet de comparer les entreprises au niveau de toute l'Europe avec les mêmes indicateurs. Donc, depuis 10 ans, on est dans la volonté de faire évoluer le reporting extra-financier, puisque les investisseurs veulent mettre l'argent là où l'entreprise va être durable. Donc, depuis 2014, on essaye d'avoir un cadre le plus harmonisé possible. Et ce que montre ce slide, c'est qu'on voit que les entreprises, c'était plutôt les grandes entreprises qui étaient soumises à ce reporting extra-financier. Vous voyez, en 2014, c'est plus de 500 salariés. Il y avait à peu près 12 000 entreprises. Et on voit qu'en 2023, la enfin 2022, dès maintenant d'ailleurs, 2022, la CSRD, c'est des entreprises qui sont de plus de 250 salariés. Ce qui fait que quand on pense fournisseur, quand on est un donneur d'ordre, qu'on soit un gros donneur d'ordre ou un donneur d'ordre de taille moyenne, on voit qu'on va, on va embarquer de plus en plus de fournisseurs dans ce reporting, puisqu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui seront obligées de reporter. OK. Alors, cette CSRD, moi, je trouve ça extrêmement bien parce que c'est vraiment un langage commun et une méthodologie commune pour mettre en place, mettre en place des entreprises plus durables. La première chose qui est importante, c'est ça va créer un langage commun européen sur la durabilité. Ça va créer un cadre performant et transparent d'échange d'informations extra-financières. Parce que moi, je vois quand je rencontre les acheteurs, souvent les acheteurs me disent oui, mais en fait, on n'arrive pas à comparer une entreprise par rapport à une autre. Et ça va permettre de comparer une entreprise par rapport à une autre. Ça va permettre de déployer la durabilité plus largement parce que pareil, les acheteurs me disent oui, mais bon, des fournisseurs durables, il n'y en a pas dans tel et tel marché. Et enfin, mettre en œuvre la transition écologique dans toutes les entreprises européennes. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va s'intéresser aux impacts que l'entreprise a sur son environnement, ce qui est un peu nouveau, parce qu'en général, l'entreprise regarde les impacts que son environnement a sur elle pour assurer sa pérennité. Spécialement les acheteurs, on regarde quel est le risque qu'on a dans sa supply chain, risque de discontinuité de la supply chain. Or là, on va regarder aussi quels sont les risques qu'on fait prendre à ses fournisseurs en ayant telle ou telle attitude en tant qu'acheteur. Je vous l'ai dit, c'est le point 2, cette directive européenne, elle est étendue à un nombre important d'entreprises, beaucoup plus important que l'ancienne réglementation. Donc, on va avoir à peu près 50 000 entreprises qui vont être visées par la CSRD,
Ce qui fait que dans vos fournisseurs, vous les acheteurs, vous allez avoir de plus en plus de fournisseurs qui vont être soumis à ce reporting, donc qui vont parler ce langage commun, et donc vous pourrez les comparer d'un pays à l'autre parce que ça sera comparable, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un cadre de reporting harmonisé, homogène pour toute l'Europe, parce qu'avant, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, chacun mettait un petit peu les KPI qu'il voulait, même si donc Nicolas Didier va vous montrer qu'il y a quand même une convergence vers vers les KPI que prennent en général les entreprises, dans les entreprises qui sont évaluées par EcoVadis. Mais là, ça va être un petit peu comme les normes comptables, ça va être des normes extra-financières, extra-comptables qui vont être uniques. Et ça va être surtout digitalisé. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une plateforme qui sera disponible au niveau européen sur laquelle vous pourrez aller récupérer les informations des entreprises. Et c'est assez agile. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on liste aussi des indicateurs, puisque l'objet de ce webinaire, ce sont les indicateurs. Donc, on liste des indicateurs aussi bien transverses que sur le côté environnemental, que le côté social et que le côté gouvernance. Alors, on voit déjà quand on est un acheteur que le côté conduite des affaires, le côté éthique, etc. Il y a eu des histoires hier encore avec les JO 2024. Voilà, on est au centre de certains indicateurs. Moi, je vais juste prendre l'indicateur changement climatique parce que je vois dans les gens qu'on accompagne, il y a un consensus mondial pour travailler, que chaque entreprise travaille sur sa diminution de l'impact sur le changement climatique, travaille sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a en effet dans les indicateurs qui sont listés dans la CSRD un indicateur changement climatique qui est obligatoire, qui fait partie des indicateurs obligatoires. Et ces indicateurs vont être tous les mêmes, calculés de la même façon pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient au niveau européen. Et donc, voilà pour cet indicateur changement climatique. Voilà par exemple ce que dit la CSRD, ce que dit le SRS E1. Il dit donc que les émissions doivent être comptabilisées sur le scope 3 et peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est le scope 3. Le scope 3, c'est les émissions qui sont générées par vos clients, mais aussi par vos fournisseurs et en premier par vos fournisseurs, donc par votre chaîne d'appro. Donc, vous aurez un indicateur achat qui va mobiliser les services achats qui va être obligatoire dans ce reporting extra-financier pour toutes les entreprises au-dessus de 250 personnes. Et comme ces entreprises-là, elles ont besoin de reporter leur scope 3, elles ont besoin de reporter les émissions de leurs fournisseurs. Donc, éventuellement, évidemment, de tout un tas d'entreprises qui gravitent autour et tout un tas de PME qui sont en dessous de ces seuils-là. Donc, quand on part de tout en haut au niveau de la réglementation européenne et quand on part des grandes entreprises et des un peu moins grandes, puisqu'autour de 250 personnes, c'est bien moins grand, eh bien, on a des indicateurs qui sont obligatoires de par la réglementation européenne et qui vont être touchés de la chaîne d'appro, donc en cascade, toucher un très, très grand nombre de fournisseurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième réglementation dont je voulais parler, c'est tout ce qui est réglementation sur le devoir de vigilance. On a déjà, nous, une loi en Europe sur le devoir de vigilance, qui est la loi sur le devoir de vigilance, qui est uniquement pour les très grands groupes, c'est au-dessus de 5000 personnes, et qui ont des sièges sociaux en France. Eh bien, au niveau européen, il y a une grande discussion sur la même loi au niveau européen, avec, vous le voyez encore une fois, des seuils bien plus petits, puisqu'on parle aussi de 250 salariés pour les secteurs à risque, de 500 salariés pour les secteurs pas à risque. Donc, en fait, c'est 10 fois plus 10 fois moins, le seuil est 10 fois plus bas que le seuil de la loi française. Et là, c'est pareil, on va demander à ce que des indicateurs soient mis en place pour pouvoir valider qu'on est vigilant et qu'on veille bien dans sa chaîne d'approvisionnement au respect des droits de l'homme et de l'environnement. Voilà. Et donc, par rapport à toutes ces réglementations,
la réponse, évidemment, c'est une stratégie d'achat responsable en ligne avec la réglementation que j'ai appelée les pressions externes, en ligne aussi avec les motivations internes de l'entreprise qui ont permis de bâtir la stratégie RSE basée sur cette analyse de double matérialité. Quels sont mes impacts sur l'environnement et quels sont les impacts que a mon entreprise et pour les acheteurs qu'a ma chaîne d'appro sur mon entreprise et vice-versa. Et donc, on bâtit notre stratégie achat durable. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est la double matérialité. Et donc, les indicateurs clés, eh bien, ils découlent, la construction des indicateurs clés découle de cette démarche, 1, d'analyse d'impact, d'analyse d'enjeux, 2, d'objectifs stratégiques qu'on se fixe au niveau de sa direction des achats, du plan d'action qu'on met en place pour pouvoir atteindre ces objectifs, qui, plans d'action, peuvent être déclinés dans des objectifs doivent être déclinés dans des objectifs très opérationnels qui peuvent être former les acheteurs aux achats responsables, recruter un acheteur sensible au sujet climat formé sur, par exemple, l'analyse de cycle de vie, des choses comme ça. Et derrière, on a des indicateurs clés qui permettent de contrôler, de mesurer et de nourrir le plan d'amélioration continue. Voilà. Donc, au niveau des achats, moi je suis dans les achats depuis 1996 et donc c'est vrai que j'ai démarré avec des indicateurs classiques de performance des achats. Évidemment, le prix, est-ce qu'on paye moins cher que l'année dernière ou est-ce qu'on paye moins cher que le budget? Ça dépendait des directions des achats. Ensuite, évidemment, le délai qui est de plus en plus un sujet là, depuis quelques années. Et puis on y a ajouté la qualité après, la qualité de ce qu'on achète, parce qu'évidemment, c'était extrêmement important, et la réglementation, le respect de la réglementation, toutes les compliances. Et à ça, on s'est posé la question pour la performance de notre supply chain, performance de nos achats, de la santé financière de nos fournisseurs. Et on y a rajouté le fait que les fournisseurs doivent respecter les engagements et respecter les engagements de responsabilité sociétale que nous, on s'était fixés en tant qu'entreprise. Et évidemment, qu'on leur fixait eux, en fonction de leur maturité, en fonction de leur taille, en fonction de leurs impacts leurs impacts à eux, plus qualité de la relation et capacité d'innovation. Voilà. Donc, ces indicateurs classiques aux achats, ça faisait déjà beaucoup de choses à suivre. Et on a rajouté à ça les indicateurs ESG. Je voulais revenir là, ici, sur une petite définition supplémentaire, c'est-à-dire les typologies d'indicateurs, parce qu'on se dit toujours quel indicateur on va prendre. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est que quand on commence à déployer une démarche achat responsable, il faut déjà faire un état des lieux et proposer des actions qui permettent de déployer la démarche, la pratique en interne comme en externe. Donc, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de déploiement. Et ces indicateurs de déploiement, moi, j'ai mis quelques exemples. Ça peut être le pourcentage des acheteurs formés aux achats responsables, ou quand on est en train de démarrer une approche achat responsable et quand on est en train d'intégrer des critères RSE, ça peut être le pourcentage de consultation intéressant à un critère coût, il manque le mot total, un critère coût total. Ensuite, ça peut être le nombre de fournisseurs, hein, puisqu'on s'attache aussi aux fournisseurs qui mettent en place un plan d'action RSE. Et aussi, ça peut être un pourcentage de consultation avec des critères RSE. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs de déploiement. Comment je déploie la démarche, comment elle percole dans toute l'organisation, dans tous mes process et chez tous mes fournisseurs. Après, derrière, on peut décider dès la première année ou en année 2 de mesurer ses premiers résultats pour voir sa montée en maturité dans ses pratiques et pour voir ce qui se passe dans son panel fournisseur et dans son portefeuille. C'est toujours les 3 aspects de comment je vais acheter, donc c'est ma maturité pratique, à qui je vais acheter, c'est donc mon panel, et ensuite, qu'est-ce que je vais acheter, c'est mon portefeuille. Et donc là, j'ai mis quelques exemples. On peut décider une grande tendance de relocalisation des achats
en France ou en Europe. Souvent, on voit dans les entreprises qu'on accompagne, ça fait partie des critères qui sont regardés. Donc, on peut faire le pourcentage des achats réalisés en France ou en Europe. Ou sinon, il y a des critères de taille. On veut promouvoir les PME, les sociétés de plus petite taille, donc le critère de pourcentage d'achat auprès des PME. Évidemment, on s'aperçoit, et même si on a la loi sur la modernisation de l'économie depuis de nombreuses années, que les délais moyens de paiement ne sont pas toujours dans la LME. Donc, c'est toujours un indicateur que moi, je conseille, qui est le délai moyen de paiement. D'ailleurs, dans notre charte achat, relations fournisseurs et achats responsables, qui a été bâtie, co-construite par le Conseil national des achats et par la médiation, ça fait partie des critères d'éligibilité au label. On n'est pas labellisé si on ne suit pas ce critère-là et si on n'est pas dans une dynamique d'amélioration. Et après, évidemment, pour payer le fournisseur à l'heure, il faut qu'il n'y ait pas de litige ou que les litiges soient gérés rapidement s'il y a litige sur la facture. Et donc, on peut avoir le nombre de litiges qu'on a en cours avec les fournisseurs, la rapidité de résolution du litige. Voilà. Ensuite, par rapport à la notion de diversité, le montant des achats dans le secteur adapté ou protégé, ou carrément le pourcentage d'achats intégrant un critère environnemental ou sociétal. Ok. Moi, je me suis inspirée il y a quelques années quand j'ai commencé à monter le cabinet avec les travaux de l'Obsar, évidemment, qui sont toujours très intéressants, qui viennent en complément aux travaux qu'on fait au CNA. Donc, ce guide, il est de 2017, mais il est toujours très intéressant à voir. Et selon le dernier baromètre qu'ils ont fait, hein, le manque d'indicateurs reste, en 2023, février 2023, le manque d'indicateurs reste un frein pour le déploiement des achats responsables dans les entreprises, pour à peu près 35%, donc plus d'un tiers des répondants. Donc, il y a 14 indicateurs. Donc, les 14 indicateurs, je vous les ai remis là. Je les ai classés, moi, un petit peu avant, dans la slide, 2 slides avant, selon déploiement ou progression, résultat. Déploiement, progression ou résultat. Donc, je conseille de s'inspirer de ce guide et donc de s'inspirer évidemment des indicateurs de la CSRD. Derrière, pour mettre en place un indicateur de façon extrêmement pratico-pratique, nous on le fait puisque on le fait pour nos clients, mais on le fait aussi pour nous puisqu'on est entreprise à mission, eh bien ça demande un certain temps de travail puisqu'il faut que ça soit vérifiable, donc il faut absolument que quelle que soit la personne qui calcule l'indicateur, la méthodologie soit très claire et les sources soient parfaitement identifiées. Donc, on définit bien son indicateur, première chose. Deuxièmement, on définit bien, donc c'est la définition. Deuxièmement, on définit bien les objectifs de son indicateur. Quelle est l'unité qui va être utilisée, pourcentage, valeur absolue, etc. Ensuite, le périmètre de l'indicateur. Est-ce qu'on indique, est-ce que l'indicateur adresse toute l'entreprise, une filiale, une partie de l'entreprise ou un des métiers dans l'entreprise? Ensuite, comment va-t-on calculer l'indicateur? Évidemment, plus on est sur des données fiables, type données comptables, plus on va être performant puisqu'on a déjà des méthodes comptables qui sont robustes. Donc, quelles sont les données sources? Dans cette fiche indicateur que je vous montre, on identifie bien clairement où est la donnée source, comment on calcule, quelle est la méthode de calcul et est-ce qu'on y fait un contrôle. Moi, je conseille quand même un contrôle sur cet indicateur de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur et de façon à ce qu'il soit complètement objectivé. Et ensuite, comment on le diffuse? Est-ce qu'on le diffuse qu'en interne? Est-ce qu'on diffuse en interne et en externe? Je vous rappelle que la RSE a pour objectif de viser la transparence. Donc moi, je conseille d'utiliser un maximum ces indicateurs, y compris sur les sites internet, pour montrer sa performance et aussi avouer ses faiblesses, hein, parce qu'on n'est pas que performant. Et donc voilà. Et donc, au fur et à mesure que la politique achat responsable va évoluer et que donc les objectifs vont changer et que les indicateurs qu'on a mis en place quand on parle de déploiement, par exemple, et quand on a
mis un indicateur de déploiement sur les formations achats responsables et qu'on a 100% des acheteurs qui sont formés, eh bien, il n'est pas intéressant d'avoir pendant 4-5 ans ce même indicateur dans ces KPI. Il est intéressant peut-être de transformer cet indicateur par 100% des acheteurs qui intègrent l'organisation sont formés aux achats responsables 6 mois après leur arrivée, par exemple. Et donc, on remplace le premier indicateur par le deuxième. Donc, ça doit vivre en fonction de vos objectifs achats, ça doit vivre en fonction de la réglementation et ça doit vivre en fonction de vos possibilités. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer petit avec 2-3 indicateurs et construire petit à petit plus d'indicateurs que partir sur 14 indicateurs pour prendre les indicateurs de façon servile de l'OBSAR. Ça ne sert absolument à rien de prendre tout ça de façon servile. Il vaut mieux les bâtir soi-même en fonction de ce que je viens d'expliquer et petit à petit les modifier. Ok, je pense que mon temps de parole est fini avec les petits couacs du début et donc je laisse la parole au suivant. Merci Sabine. Alors normalement, je suis de retour. J'espère que tout le monde m'entend et je suis désolée pour les problèmes de connexion. Donc merci Sabine pour tous ces rappels réglementaires. Maintenant, on va avoir un regard croisé avec les banques, donc à la fois banques publiques et banques privées. Marion, je vais te passer la parole pour savoir un peu comment ça se passe du côté banque publique. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez des indicateurs quand vous accompagnez aujourd'hui des entreprises? Merci beaucoup Christelle, bonjour à tous. Alors j'ai beaucoup de déconnexion aussi de mon côté, donc je vais tenter de ne pas mettre la caméra pour pas être déconnectée. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on regarde nous? Alors juste avant, un bref rappel sur ce qu'est BPI France. Alors, nous on est la banque publique d'investissement. Donc on a en fait à notre capital l'État et la Caisse des dépôts pour parité, avec pas mal de structures en fait sous-jacentes. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, voilà, c'est qu'on a vraiment l'État et la Caisse des dépôts en actionnaire majoritaire, donc on est in fine 100% public. Donc on a comme activité en fait pour activité d'être la banque des entrepreneurs avec une responsabilité sociétale qu'on a mis aujourd'hui au cœur de toutes les missions de BPI France. Et on a récemment déployé un plan climat. Ça va reprendre un peu ce que disait Sabine sur le Green Deal. On a déployé un plan climat. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec beaucoup de dirigeants. Hein. On est vraiment de la création jusqu'au levée de fonds des entreprises. On s'est rendu compte que tout le monde se sentait concerné, mais qu'il y avait beaucoup de dirigeants qui étaient perdus. Il y avait aussi 3 principaux freins majeurs. Hein. On a identifié le manque de moyens financiers, l'absence de technologie et parfois un manque de reconnaissance client, qui faisait que très peu d'entreprises en fait avaient transité. Or, le Green Deal arrive, comme l'a rappelé Sabine, avec ce fameux rapport extra-financier qui est la CSRD, qui va être valable notamment pour les banques et assurances, en plus d'autres effectivement pressions sectorielles et autres qui arrivent en même temps. Et c'est vrai que la CSRD, c'est vraiment une obligation pour entreprises dont nous faisons partie, en fait, d'aller donner des informations détaillées sur notamment notre chaîne d'approvisionnement et de prendre en compte tout ce qui va être question de durabilité dans un rapport unique. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont plutôt les entreprises d'une certaine taille, les banques et assurances qui sont concernées, ou certaines entreprises cotées, mais qu'à 2030, techniquement, tout le monde en fait va rentrer dans ce process. Et c'est vrai que quand on fait un zoom sur les achats durables, c'est vrai que les achats durables, c'est vraiment en fait l'idée de se dire, je vais aller acheter en fait des biens, des services auprès de voilà la définition de l'AFNOR, auprès de fournisseurs ou de prestataires, avec en fait cette idée de réduire ou de minimiser tous mes impacts environnementaux et sociaux. Donc c'est vrai que pour nous, déjà en interne, quand nous on est acheteur, parce qu'on est acheteur en tant que tel aussi, ça va en fait le fait d'acheter durablement nous permettre en fait de répondre à ces enjeux de CSRD et aussi de mettre en place notre politique RSE. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, chez nous en interne, on a mis en place tout un pôle RSE. On forme aussi alors à 100% des collaborateurs à tout ce qui se passe sur le climat, via notamment pas mal d'outils type Fresque et autres.
Et l'idée, c'est d'aller effectivement intégrer les achats durables et de les faire découler dans tous les métiers de BPI France. Et puis, c'est plus globalement l'idée d'être en accord avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Quel KPI, ça va dépendre effectivement des activités et de l'organisation de chacun. Parce que en priorité, comme il y a beaucoup de KPI à mettre en place, c'est vrai que tout le monde n'aura pas la même priorité. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de regarder la RSE de nos fournisseurs, d'avoir des formations concrètes, de faire travailler aussi pas mal de PME. Voilà, c'est vrai que, mais dans l'idée, à terme, les 14 indicateurs que citait Sabine à mettre en place, c'est ce qu'il faut faire dans un monde idéal où on veut aller en totalité et avoir une politique RSE à 100%. Et c'est aussi en fait côté banque, en fait nous ça va nous permettre de répondre aux questions en fait qu'on va vous poser, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui comme on est soumis en fait à tout ça au Green Deal, les banques vont avoir tendance à vous poser ces questions. Est-ce que vous avez mis en place une démarche RSE? Est-ce que vous avez mis en place derrière une démarche d'achat durable? Donc c'est vrai que si demain vous n'avez pas d'indicateur, ça peut être compliqué déjà de répondre à votre banquier, ou de fournir pour les acheteurs les documents à votre président, par exemple, ou à votre DAF qui gère ces relations pour qu'il puisse aller les donner aux banques. Donc, ça peut être quelque part un frein, ou en tout cas quelque chose de supplémentaire pour obtenir un financement, parce qu'on est en train de passer sur des financements décarbonés au niveau international. Et puis, ça peut aussi permettre de trouver des financements adaptés Pour la partie publique, on a en tout cas développé des forts partenariats avec l'ADEME, et ça va pouvoir permettre d'avoir à un instant T des financements adaptés, aussi bien des prêts, mais aussi des aides. Que si demain vous n'avez pas mis en place d'indicateurs, le challenge peut être compliqué, et on pourra peut-être pas se dire ah bah tiens là j'ai un bilan carbone à faire, ah bah tiens il y a une aide qui est encore disponible, parce qu'il faut pas se leurrer, comme les bilans carbone aussi vont devenir obligatoires, les aides vont disparaître. Donc l'idée c'est de se dire j'ai des indicateurs et puis je peux aussi aller chercher les bonnes aides. Ah, je vous en ai mis quelques-unes, mais elles sont pas exhaustives, hein, de l'ADEME, on en déploie une partie avec eux. Il y a aussi les aides de France Nation Verte, où on va retrouver nos collègues de la CCI, des aides régionales comme Clean Action, dont Christelle a parlé au début. Donc voilà, c'est voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce que nous on va regarder et pourquoi c'est hyper important et pour vous et pour nous d'aller sur des achats durables. Merci. Alors j'espère que vous avez bien entendu parce que j'ai eu beaucoup de connexions et de déconnexions. Je peux pas répondre, je suis pas une référence en mode de connexion là. Oui, merci, ça va. Marion. Marion, t'as bien Le entendu. message est passé. Moi dans la globalité, ouais. Merci Okay. Marion. Bon. De rien. Alors, je te laisse reprendre la main. Du coup. Ouais, merci. Nicolas et Frédéric, alors vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous allez nous expliquer pourquoi, et puis chacun va détailler ce que son organisme, donc à la fois Ecovadis et BNP Paribas, apprécie et regarde comme indicateur. Ronan, si tu peux passer la présentation, oui, s'il te plaît. Merci. À partir de la page 7, merci. C'est sympa d'avoir un assistant. Peut-être ce que je peux proposer, Frédéric, est-ce que tu veux que je présente d'abord un petit peu Ecovadis et les indicateurs qu'on suit et tu expliques comment ensuite c'est intégré dans vos produits, services? Bien sûr. Très bien, parfait. Je vais également couper la caméra, comme ça je minimiserai l'usage de la bande passante. Soyons sobres. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Nicolas Dussert. Je m'occupe donc de développer l'activité d'Ecovadis en Europe du Sud, dont la France. Sur la France, on compte environ 250 directions achats et investisseurs qui utilisent donc les notations Ecovadis justement pour rendre compte sur des indicateurs tels qu'ils ont été évoqués à l'instant. On a également un rapport d'impact qu'on va publier chaque année désormais, de manière à pouvoir rendre compte de la façon dont on aide nos clients, parce que sans nos clients, il n'y aurait pas d'impact positif. Donc, nos clients vont, sur la base de nos indicateurs,
aider les entreprises à progresser dans leurs pratiques durables. Et pour ce faire, donc, il y a une notation qui va inclure un certain nombre de KPI et qui va permettre d'être suivi de manière concrète. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Ronan. Alors, petit rappel d'Ecovadis, donc société française, fait partie donc de la French Tech et du Next 40. On a donc démarré cette solution de notation ESG il y a maintenant 16 ans, puisqu'on est né en 2007. On est toujours une société française et on accompagne des entreprises plutôt de grande taille sur la partie de gauche, que vous voyez donc sur la diapo, qui sont là les investisseurs et les clients, et qui vont donc inviter les partenaires de leur chaîne de valeur à se faire évaluer pour que sur la base de cette évaluation, qui est un petit peu le diagnostic, ils puissent voir quel est leur niveau de maturité et ensuite mettre en place un certain nombre d'actions qui va les guider dans ce qu'elles doivent réaliser. Donc, on a à peu près 1000 directions achats et investisseurs donc, qui utilisent la notation Ecovadis dans le monde, et dont, comme je vous l'indiquais, 250 sur la France. Donc, ça veut dire que déjà, la notation Ecovadis va être pour vous une sorte de standard que vous allez pouvoir faire reconnaître par toutes ces directions achats, et vous allez pouvoir donc, avec elles, bâtir les plans de progrès et suivre les indicateurs que vous aurez choisis. On a également, sur la partie de droite, il y a 3 composantes importantes chez Ecovadis. Il va y avoir évidemment les données qui sont très importantes. Donc, chez nous, c'est l'expertise qu'on va proposer avec nos 1600 employés qui vont regarder toutes les données que vous allez leur mettre à disposition de manière à ce qu'elles puissent les apprécier et qu'elles puissent vous les indiquer comme étant des bonnes pratiques ou éventuellement qu'elles puissent suggérer des plans d'action qui vont permettre à l'entreprise de s'améliorer en fonction donc de l'analyse de matérialité qui a été faite sur l'ensemble des secteurs et fonction aussi de la taille de l'entreprise. Donc, ces employés vont vérifier toutes les données qui vont être mises à disposition dans la réponse au questionnaire d'Ecovadis, de manière à ce qu'on s'appuie sur de la donnée qui est vérifiée sur des éléments de preuve. Et nous ne sommes pas donc, comme beaucoup d'autres solutions qui existent sur le marché, il y a des solutions qui permettent de collecter de la donnée en masse, mais il n'y a pas nécessairement de vérification. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle des questionnaires déclaratifs. Chez Ecovadis, il n'y a pas de déclaratif. Des choses qui sont prises en compte et qui vont contribuer à la notation sont des éléments qui sont vérifiés sur la base d'éléments de preuve. Donc ça, c'est très important. Ecovadis n'est pas du déclaratif, c'est un audit documentaire avec vérification par 3 analyses de chacune des évaluations. Donc aujourd'hui, on a 110 000 entreprises qui vont utiliser cette notation pour, déjà pour s'étalonner, pour faire le diagnostic, pour mesurer leur progression chaque année et sur la base de ces progressions, pouvoir ensuite communiquer, pouvoir échanger avec cet écosystème et en dehors de l'écosystème, évidemment, puisque la notation Ecovadis peut aussi être partagée avec d'autres partenaires, même s'ils ne sont pas dans l'écosystème Ecovadis. Voilà un petit peu pour la partie donc de l'expertise. Il y a tout aussi une question de processus qui va aider à mettre en œuvre cette démarche achat responsable dans l'entreprise. Et on va aussi accompagner, on a des équipes dédiées à cela, les entreprises qui vont donc se faire évaluer. Donc, comment elles se font évaluer? Les questionnaires, donc, qui vont être spécifiques selon 3 critères. On va regarder un petit peu quel est le secteur de l'activité de l'entreprise. Donc, on a 200 types de secteurs différents. Donc, c'est les codes APE, codes NAF. Et on va avoir donc une analyse de matérialité qui va permettre de déterminer les enjeux et les sujets sur lesquels nous allons interroger l'entreprise. Donc ça, c'est très important puisqu'une des difficultés pour les entreprises évaluées, vous en avez certainement reçu un certain nombre de questionnaires différents. Le problème du questionnaire interne qui est réalisé très souvent par les entreprises, c'est que c'est le même quelle que soit votre activité. Donc, vous avez des sujets qui ne s'appliquent pas nécessairement à votre activité ou alors on ne va pas aller suffisamment en profondeur sur des sujets très spécifiques à votre activité. Donc, c'est là où ça devient intéressant d'avoir un questionnaire qui est spécifique à l'activité. Le pays, donc là, on va prendre en compte un critère de risque au niveau du pays. En France, on n'est pas sur un pays à risque, donc on aura certains critères qui seront désactivés. Et enfin, on a la taille de l'entreprise, 4 tailles d'entreprise, parce qu'on ne va pas évaluer de nouveau de la même façon un grand groupe du CAC 40
qu'une toute petite TPE ou une start-up de moins de 25 personnes. Donc, c'est aussi là l'intérêt de la plateforme EcoVadis, c'est que 70% des entreprises qu'on va évaluer chez nous, ce sont des PME-TPE de moins de 250 personnes. Donc, ça va permettre d'aller chercher de l'information, même si on n'a pas le niveau de formalisation ou le niveau de certification et label que pourraient avoir les grandes entreprises. Donc, 3 données. On va regarder un petit peu quelle est la vue extérieure de ce que l'entreprise a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est la veille 360, où on analyse 200 000 sources de données en temps réel et qui sont ensuite vérifiées par nos analystes. On va avoir le système de gestion de l'entreprise. Ça, ce sont les documents qu'on demande à l'entreprise, les éléments de preuve qui vont être apportés dans ce document, qui va lui permettre donc de démontrer son engagement à ses investisseurs, à ses clients. Et enfin, tierce partie, on va récupérer des audits sur site ou des bases de propriétaires qui vont permettre d'avoir vraiment une vue 360 de ce que fait l'entreprise sur ses activités de développement durable. Et donc, 370 experts qui vont revoir tous ces documents de manière à produire une notation et surtout des KPI. C'est près de 70 KPI qui vont pouvoir être suivis par nos clients et investisseurs. Donc, 370 experts RSE qui vont s'occuper de vous donner un bilan et vous rendre compte pour que vous puissiez ensuite partager ces résultats avec vos clients et investisseurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on publie ce rapport d'impact qui va être basé sur les quelques dizaines de milliers d'entreprises qu'on évalue tous les ans. Vous pouvez le retrouver en ligne. Je pense que la présentation sera partagée, donc peut-être que le lien fonctionnera. Sinon, vous pouvez aller sur Internet pour le récupérer. Et je vous ai mis quelques copies d'écran de ces résultats. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. On a donc basé cette étude chaque année. Donc, celui de l'année dernière, on était à 945 entreprises qui utilisent donc les notations EcoVadis. Donc, ça, c'est un point aussi important que je voudrais rappeler. C'est quand vous vous faites évaluer, notamment dans le cadre du programme de BNP Paribas, par exemple, lorsque vous faites évaluer, vous utilisez cette notation pour obtenir des financements avec des bonifications, vous allez aussi pouvoir profiter et utiliser cette notation pour aller vous mettre en avant, pour vous départager, pour vous démarquer de vos concurrents auprès des clients et des 945 directions achats, dont les fameuses 250 en France, qui vont donc utiliser cette notation dans le cadre des appels d'offres. On voit qu'une entreprise sur 2 en France, cliente EcoVadis, va utiliser la notation RSE et la pondérer dans la performance globale. Donc pour vous, c'est un levier de compétitivité. C'est important. Du côté des entreprises notées, on a mené cette enquête auprès donc, de 107 000 entreprises et on en a eu donc l'année dernière 40 000 nouvelles évaluations. Donc, c'est de nouvelles entreprises qui rejoignent le réseau EcoVadis, et ce qui veut dire qu'on va augmenter donc le nombre d'entreprises qu'on va inscrire dans cette démarche de progrès et qu'on va aider à faire progresser. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. On voit quoi? On voit que quand l'entreprise s'engage dans cette démarche RSE et qu'elle utilise cette notation pour justement progresser dans son évolution, eh bien, dans la majorité des cas, elle s'améliore. Donc déjà, quand vous utilisez une notation et que vous avez quelque chose, un bilan de l'existant et que vous avez quelques points de recommandation sur des actions concrètes, des KPI spécifiques qui vont vous permettre de mettre en œuvre des projets, peut-être de formaliser un petit peu plus un certain nombre de procédures, de se faire certifier, de mettre en place des projets à impact positif, vous allez vous améliorer année après année. Et on voit très bien ici sur la droite donc que entre la première et la deuxième, il y a déjà une grande évolution, mais plus vous allez vous faire évaluer et plus vous allez chercher de la performance et vous allez pouvoir donc faire valoir ça auprès de vos clients. Et aussi, vous allez voir avec Frédéric, vous allez pouvoir bénéficier de prêts avec donc des conditions qui seront indexées sur cette performance et donc vous allez gagner en performance dans vos financements et ça c'est une partie très importante. Le point suivant, s'il vous plaît. Et donc, nous, on va, par rapport à ce qu'évoquait Sabine, en fait, EcoVadis, ce n'est pas qu'une notation, c'est aussi tous les KPI qui vont constituer cette notation. Parce que la notation, elle est issue de 70 critères qu'on évalue et on va regarder est-ce que ce critère est activé ou pas. Donc, ça peut être, et je vous ai pris quelques exemples ici, de nouveau issus de ce rapport d'impact, diversité, équité, inclusion. Donc, ça va être, est-ce qu'il y a un programme d'égalité? Est-ce qu'il y a des actions en faveur de la diversité? Est-ce qu'il y a des rapports sur ces pratiques qui va démontrer le niveau de maturité le plus avancé?
Les aspects santé-sécurité, qui sont essentiels, notamment dans certains métiers comme dans la construction, où là, c'est un des critères et des KPI qui sera fortement recommandé. Et on va avoir sur les aspects environnement, ceux qui mettent en place, par exemple, des pratiques de recyclage sur les déchets ou le recyclage de l'eau. Slide suivant. On va avoir également sur le carbone. On l'a vu, la décarbonation est un sujet qui va devenir essentiel dans les années à venir. On a une nouvelle réglementation qui est la CBAM, donc c'est la Carbon Border Adjustment Mechanism, qui va, pour certaines entreprises, imposer des crédits qui jusqu'à aujourd'hui étaient gratuits et qui vont donc devenir payants d'ici à 2026 et avec une obligation de reporter pour les entreprises sur leurs émissions de scope 1, scope 2, scope 3. Et ça, c'est quelque chose qui est effectif dès octobre 2023. Donc, ça commence maintenant. Et les entreprises, nos clients, direction achat, et là, les 1000 entreprises aujourd'hui et les futures à venir, elles vont de plus en plus vous solliciter et vous demander donc de communiquer, de partager ces indicateurs. Et c'est là-dessus qu'elles vont vous accompagner de manière à ce qu'ensuite, ce soit pour vous une performance que vous puissiez faire valoir auprès de tous vos clients. Donc là, vous voyez quelques indicateurs carbone. Et le dernier, aujourd'hui, Ecovadis collecte et partage à ses clients 12 000 émissions CO2 de scope 1, 10 500 sur le scope 2, 4 000 sur le scope 3. Donc, Ecovadis aide toutes ces entreprises donc donneurs d'ordre à collecter et aussi à accompagner, parce que vous avez dans l'évaluation Ecovadis une calculette de vos émissions carbone que vous pouvez utiliser pour pouvoir ensuite le partager avec vos clients. Donc ça aide nos clients à pouvoir avoir vraiment un mapping de où est-ce que se trouvent leurs émissions CO2 de manière le plus intense et de pouvoir aider les entreprises à pouvoir mettre en œuvre des plans d'action pour réduire ces émissions. Donc, slide suivante. Voilà, petit rapport. Donc aujourd'hui, 1000 donneurs d'ordre. Donc ça, c'est le bénéfice de se faire évaluer. On va le voir avec BNP, en plus de pouvoir avoir des meilleurs taux pour des prêts à impact. Ça va aussi permettre de partager ce que vous faites avec donc vos clients et de le faire valoir et de pouvoir être plus compétitif, notamment dans les appels d'offres. Mais on a aussi d'autres outils. On a un autre outil et c'est important, j'insiste là-dessus. On a 1,3 million d'entreprises qui sont screenées en temps réel sur ce qu'elles font et de la façon dont déjà elles sont engagées sur ces sujets de développement durable, sur les communications, sur leur site web. Donc, on va regarder, on va relever les certificats, les labels, les codes de conduite, les codes éthiques, tout ce qui va être mis à disposition du public, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde aussi, c'est la transparence des entreprises. Donc, une entreprise pour laquelle on ne trouve rien, ça risque d'être pour vous défavorable. Donc, il est très important de faire, mais il est aussi très important de communiquer sur ce que vous faites. Et c'est aussi la direction de la CSRD, c'est d'inciter les entreprises à être transparentes. Donc, il faut dès aujourd'hui mettre en place ces actions, ces KPI de suivi, de manière à ce que vous en fassiez donc des leviers de compétitivité tant qu'à faire. Voilà. Et pour terminer, slide suivant, je voulais juste vous partager deux exemples. Ça, c'est plutôt la partie de nos clients, qui est L'Oréal. Donc, aujourd'hui, L'Oréal a fait évaluer, donc, enfin l'année dernière plutôt, 767 de ses fournisseurs et ils vont mesurer un certain nombre d'indicateurs sur lesquels ils vont communiquer publiquement parce que ça démontre de leur engagement et ça va permettre de suivre l'évolution année après année. Et ça permet aussi de marquer un autre aspect, c'est important. On est en train de passer de beaucoup d'actions de communication de la part des entreprises à des entreprises qui vont se démarquer parce qu'elles ont des actions concrètes et parce qu'elles vont travailler avec vous, entreprises, à la mise en place de ces actions. Et ce qui va donc les intéresser, c'est de communiquer non plus sur juste un nombre d'entreprises auxquelles elles ont demandé de faire remplir un questionnaire ou demander un certificat. Ça va être tout un tas d'impacts et d'actions très concrètes que vous avez mis en œuvre et c'est là-dessus que les entreprises ont communiqué. Donc, la slide suivante pour terminer. Un exemple de fournisseur qui, lui, a mis en place cette notation Ecovadis. Vous pourrez le lire, mais il y a eu un certain nombre d'actions, il y a eu un certain nombre de plans de progrès qu'elle a mis en place et vous avez vu, ça lui a permis d'évoluer dans sa notation Ecovadis. Elle a commencé, elle était sur un score de 30% et en 2023, cette année, elle a atteint un score de 73% et de plus, elle a une médaille qui est une médaille d'or et qui lui permet donc d'être reconnue non seulement par L'Oréal, bien sûr, mais aussi par tous ses clients. Et ça, c'est très important, c'est justement de pouvoir vous appuyer sur ces standards
tel qu'Ecovadis et qui va permettre d'être reconnu par vos actions, mais aussi d'aller voir donc la banque pour obtenir de meilleurs financements. Voilà. Et je vous ai mis rapidement les 2 slides suivantes. C'est 2 autres exemples d'entreprises qui communiquent non seulement donc sur leurs actions et sur des KPI qu'on les aide à relever auprès de milliers de fournisseurs. Là, c'est l'exemple de Stellantis. Ils les ont aussi alignés sur les ODD donc du Global Compact qu'ils ont choisi. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de nouveau de rendre compte de manière très concrète comment j'amène mon écosystème à progresser sur ce sujet de durabilité et d'éviter le green bashing, le greenwashing qui est aujourd'hui pire que tout. Il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose qui est de la communication. Voilà. Si vous n'engagez pas réellement vos fournisseurs, si vous ne les aidez pas à progresser, il vaut mieux ne rien faire. Pour terminer, donc le slide suivant, et je laisse la parole à Frédéric. Voilà, là, c'est typiquement, le rapport de développement durable. C'est les rapports que vous allez aussi avoir à faire maintenant avec la CSR 3D. La CS3D, c'est justement le fait que la CSRD va vous imposer de communiquer sur ce que vous faites auprès de vos parties prenantes et notamment vos fournisseurs et de mettre en place ces fameux achats responsables pour ensuite démontrer de l'évolution, de l'accompagnement des fournisseurs. Donc là, vous voyez, Stellantis, l'évolution de la performance de ses fournisseurs en 2021 comparé à 2022. Ça, c'est des choses qui sont publiques, c'est des choses qui seront demandées dans les rapports extra-financiers. Et là, ça permet de rendre compte, en l'occurrence ici, je crois on est sur quelque chose comme 2000 et quelques entreprises qui ont été évaluées, qui permettent de rendre compte. Voilà. J'en ai terminé. Merci à vous tous. Et Frédéric, maintenant, je te laisse la parole pour voilà, expliquer comment vous valorisez les bonnes actions des entreprises, de vos clients. Merci Nicolas. Merci à Christelle pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc Frédéric Bonifazio, je fais partie de l'équipe finance durable de BNP Paribas pour les entreprises. Donc notre mission, en fin de compte, c'est de valoriser et d'accompagner la feuille de route ESG de nos clients entreprises. Je voulais revenir simplement sur un premier point, si on peut passer à la première partie, c'est mais pourquoi ma banque vient me parler de ce sujet-là. C'est vrai qu'on ne nous attend pas trop sur ce sujet jusqu'à présent, mais pour remonter à un passé récent, hein, 2021, de nombreuses banques ont adhéré à une initiative de l'ONU, la partie finance, qui s'appelle la NZBA. Donc, pour ceux qui sont fans de basket, rien à voir avec les États-Unis, c'est la Net Zero Banking Alliance. C'est une alliance qui aujourd'hui regroupe plus de 115 banques, 116 exactement, à l'échelle internationale. C'est-à-dire que sur la planète, ça représente plus de 40% des financements planétaires. Donc, l'avantage de cette alliance-là, c'est que on a pris des engagements tous ensemble, et c'est ça le but de cette alliance, c'est d'aligner notre portefeuille d'investissement et de financement sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par notre activité. Si vous voulez, tout à l'heure, on a parlé dans la partie émissions carbone, c'est notre scope 3. Et de là, on a pris 3 engagements forts. Le premier, c'est vraiment de fonder bien nos actions par rapport à des scénarios scientifiques. Vous avez tous entendu parler du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Mais voilà, 2050 pour tendre vers la neutralité carbone, c'est bien, mais c'est lointain. Les personnes qui seront encore là en 2050 auront tout le loisir de dire voilà, les objectifs qui ont été pris en 2020 étaient trop ambitieux, on n'y arrivera pas. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on s'est fixé des objectifs sectoriels intermédiaires, notamment pour 2030. Pour BNP Paribas, c'est même avant, je reviens un petit peu plus loin. Et le troisième point important, c'est de publier annuellement vraiment là où on en est et surtout les plans d'action qui ont été mis en place pour que on passe vraiment à l'acte. Donc pour 2025, là je vous parle pour BNP Paribas, mais c'est à peu près la même tendance chez tous les membres de cette alliance-là, c'est sur les secteurs les plus émetteurs, les accompagner vers leur nécessaire transition et vraiment tous les acteurs de ce secteur-là. Donc en premier, la production d'électricité, le pétrole et le gaz, l'automobile, et là récemment on y a ajouté l'acier, l'aluminium et le ciment. Ce qui veut dire qu'au sein de votre banque, c'est un petit peu une révolution. Il y a la mobilisation de tous les métiers et même des créations de métiers. Mais voilà, le mien en fait partie, que ce soit sur le conseil, le financement. Et au-delà vraiment de ces engagements climatiques, c'est vraiment qu'il y ait un partage entre tous les membres pour que vraiment la démarche soit efficace. Si on peut passer à la deuxième page et pour faire écho à ce que tu disais, Nicolas, effectivement, sur les financements, voilà, enfin ce que fait la banque depuis de nombreuses années, on a aujourd'hui un focus important sur ce que l'on va financer
plus on va financer, et vous l'aurez compris par rapport à la page précédente, plus on va financer des choses qui ont un sous-jacent vert, plus on va être enclin à vous accompagner favorablement et notamment à travers les taux. Donc, c'est-à-dire que les 6 actions, là, c'est rien d'autre que la taxinomie, enfin tout ce qui va permettre l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, le contrôle de la pollution, la transition vers une fameuse économie circulaire, donc de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, ou bien la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Voilà, tout ce que l'on va financer sur ces sous-jacents-là, que ce soit en crédit classique ou en crédit bail, eh bien, on va être enclin à vous accorder des conditions préférentielles. Et le deuxième point, et c'est là l'originalité dont parlait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous accompagner au-delà du sous-jacent financé sur comment je peux mettre en évidence, apporter un élément de preuve complémentaire à l'engagement RSE de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un mode de financement assez récent, puisque la première opération date de 2017 et aujourd'hui, c'est plus de 40% des financements à l'échelle européenne qui sont faits de ce type-là. Ce sont les SLL, Sustainability Linked Loan. C'est-à-dire que je ne regarde pas nécessairement le sous-jacent, mais je regardais quels sont les indicateurs, quelle est la feuille de route ESG de l'entreprise, et je me fixe des objectifs d'amélioration. Donc, soit voilà, enfin, j'ai déjà un rapport extra-financier, donc je suis en avance sur la CSRD, je suis déjà dans la NFRD, mais j'ai mes indicateurs sur le climat, sur la gestion des déchets, etc. Bien, je les mets en avant dans un financement, j'atteins mes objectifs, j'ai une bonification. Ici, je ne les atteins pas, mais j'ai un malus. Ou alors, je regarde ça de manière très globale, et c'est là l'avantage d'Ecovadis, et c'est pour cela qu'on est en partenariat avec Ecovadis, c'est je regarde vraiment de manière globale quelle est la feuille de route ESG, j'ai une note donnée par un tiers de ma démarche, je me fixe des objectifs d'amélioration, donc la banque ne va pas juger vraiment de là où en est l'entreprise, mais plutôt de l'ambition qu'elle se donne, et on va venir la valoriser, c'est notamment à travers le financement impact, donc qui est dérivé en fin de compte du SLL, que si vous obtenez la cible d'évolution de votre note Ecovadis, par exemple, vous passez d'un score de 55 à 57, eh bien, on va venir bonifier votre taux de manière annuelle, donc ça sera remis en jeu chaque année. Donc ça, c'est un petit peu l'originalité et qui vous permet, en quelque sorte, de récompenser tout ce qu'a engagé l'entreprise dans cette démarche-là, mais vraiment au-delà de cela, c'est apporter un élément de preuve de l'engagement d'entreprise. C'est-à-dire que demain, dans une communication extra-financière, vous pourrez dire, on a des engagements, on y croit et on va faire le nécessaire pour les atteindre. La meilleure preuve, c'est qu'on les met en jeu, y compris vis-à-vis de nos partenaires bancaires. Je vous ai mis en troisième page un point sur les gaz à effet de serre. Voilà, le bilan carbone, on en a parlé un peu plus en avant. Il y a une ambition européenne qui est vraiment claire. 2030, c'est réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, si on le ramène à nous, personnes physiques, aujourd'hui, la moyenne française, selon les études, c'est entre 10 et 12 tonnes par an. C'est comment je fais pour avoir la même alimentation, le même mode de déplacement, le même mode de chauffage, voire de climatisation, dans 7 ans, en ayant un impact 2 fois moindre. Voilà, donc la même chose au niveau de l'entreprise, tout ça pour aller vers 2050. Et donc, le meilleur point, c'est de faire d'abord un état des lieux. Donc le bilan carbone, c'est vraiment cette mesure pour ensuite entamer une stratégie de réduction et sur le reliquat compenser, ou même maintenant le bon terme, c'est la contribution carbone. Donc je vous ai mis vraiment les trois scopes. Bon, les choses sont en train d'évoluer parce que maintenant on va parler de 6 catégories, mais le scope 1, ce sont vraiment les émissions directes de l'entreprise, celles qui sont liées à son activité. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes, c'est l'énergie, les émissions qui sont liées à l'énergie consommée. Et le scope 3, et c'est ça le plus grand, ça va pour une entreprise de service, ça peut aller à plus de 98% des émissions. Et c'est sur celui-ci vraiment qu'il faut travailler. C'est depuis le fournisseur le plus en amont jusqu'à la fin de vie de votre produit. Souvent, on parle du berceau au berceau. Donc, c'est un point important dans la stratégie RSE d'une entreprise. C'est aujourd'hui de faire un constat pour demain avoir une feuille de route
pour tenir vraiment ces engagements-là. Et les entreprises, et c'est ce que l'on constate vis-à-vis de nos clients, les entreprises qui ont pris aujourd'hui des mesures en avance sur cette réflexion-là, eh bien nécessairement sont plus performantes financièrement parlant, économiquement parlant. Et le dernier point, c'est un bonus, c'est un travail de la Convention des entreprises par le climat que vous connaissez peut-être. Il y avait la Convention citoyenne pour le climat qui avait été lancée donc après les épisodes des Gilets jaunes. Donc là, des entreprises se sont réunies et ont travaillé sur quel va être l'impact des entreprises. Et donc, ça a déterminé 4 grandes familles d'entreprises, donc celles qui vont rester dans un mode conventionnel et celles qui vont vouloir aller plus loin, passer vers une entreprise plus responsable, plus contributive, voire régénérative. Tout à l'heure, Sabine disait que son entreprise est une entreprise à mission. Voilà, c'est vraiment travailler sur l'impact de l'entreprise. À mon sens, aujourd'hui, va répondre à toutes les parties prenantes de l'entreprise, depuis ses clients jusqu'en passant par les hommes et bien évidemment ses investisseurs et ses partenaires financiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de travailler sur cette relation de l'entreprise avec son impact et notamment sur la biodiversité. Merci pour m'avoir donné la parole. Merci à tous les deux, même tous les trois, pour avoir donné ce regard croisé avec banque publique, banque privée. Donc, on sait un petit peu mieux maintenant ce que les financeurs, les actionnaires aussi, il n'y a pas que les financeurs. Et puis, les parties prenantes aiment à regarder comme indicateur. Maintenant, on va passer au témoignage de Christophe pour savoir un petit peu, enfin non, pas un petit peu, pour savoir ce qu'il regardait comme indicateur au sein de Schmidt Group. Pourquoi vous avez décidé de les suivre et comment vous les suivez? Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Christen, responsable méthode achat au sein de Schmidt Group et pilote de tout ce qui est RSE pour la direction achat. Donc Schmidt Group, pour remettre dans le contexte, c'est tout d'abord plus connu sous les marques Schmidt et Cuisinella. Donc ce sont des solutions d'aménagement sur mesure de l'habitat. Et pourquoi nous avons des indicateurs achats? C'est parce que c'est une démarche qui chez nous est assez ancienne, parce qu'on fait de la RSE depuis avant que ça s'appelle comme ça. On n'en avait pas forcément conscience. Et depuis 2016, nous sommes labellisés sur la version RFR d'avant et maintenant RFAR depuis 2018. Donc là, je vais vous présenter les indicateurs que nous utilisons au quotidien chez Schmidt Group pour suivre notre performance d'achat durable. Si tu veux bien avancer, Christophe. Donc c'était un peu gros. Donc tout d'abord, pourquoi on a des indicateurs, comme ça a été expliqué par les différents intervenants avant, ils doivent répondre à quelque chose. Voilà, donc chez Schmidt Group, nous avons une vision achat. Elle est affichée clairement ici, on la partage. Maîtriser durablement nos dépenses, voilà, en maintenant un haut niveau de service et de manière responsable. Ça, c'est une ligne directrice. Après, on a un plan à moyen terme, un horizon plus ou moins 4 ans à 5 ans. On a un déploiement annuel sur 3 axes où on dit, voilà, cette année, ce qu'on veut, c'est l'axe réduction des coûts, l'axe RSE, l'axe continuité de l'activité. Et après, on prend aussi les différents inputs du comité RSE et on assure aussi la maîtrise des dépenses avec les autres directions du groupe. Et mis en 5, un pilotage mensuel des différents indicateurs qu'on peut avoir avec les tableaux de bord projet et les EPO, j'ai mis en dernier, puisqu'on a les EPO, ce sont les objectifs individuels des acheteurs, parce que chaque acheteur de la direction achat de Schmidt Group a un objectif RSE. Christelle, si tu veux bien. Le premier que je mets en avant et qui a été abordé tout à l'heure, c'est le paiement des factures fournisseurs. L'argent, c'est le nerf de la guerre, toujours. Donc, nous avons pris une décision il y a quelques années déjà, c'est de payer nos fournisseurs au plus vite. Alors, on pourrait faire mieux que 27 jours. Voilà, ça, c'est notre performance 2022. On veut être en dessous des 30 jours, clairement. Mais il y a des grands groupes qui n'ont pas forcément besoin ou qui n'ont pas envie d'être payés trop vite. Donc, leurs conditions standards, c'est 60 jours. Ils ne discutent pas, c'est 60. Il y a des petites structures qui, elles, ont besoin d'argent
Mais dans une relation commerciale, on est toujours deux. Donc, si je peux apporter un point d'attention, c'est que quand on se met d'accord sur un délai de paiement avec un fournisseur, il faut qu'on s'assure qu'il soit capable lui aussi de le tenir. Aujourd'hui, on respecte à hauteur de 82% dans les délais contractuels. On arrive très vite à 95-96% si on regarde 2 jours après. Mais on voit quand même qu'il y a 5% des factures qui ne nous sont pas arrivées à l'échéance, la veille de la date d'échéance. Ça veut dire que les fournisseurs ne se donnent pas non plus les moyens d'être payés en temps et en heure. Donc ça, c'est un point d'attention quand on veut suivre nos performances, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette relation. Après, on est capable, tous les indicateurs que je vous montre, on fait une sélection, nous sommes capables de les descendre jusqu'à la facture, mais on fait aussi un suivi aux fournisseurs. C'est-à-dire, on est capable de dire quels sont les fournisseurs, les PME, PMI, quelle est la stat avec eux, quelle est la statistique avec les grands groupes. Le but, c'est de pouvoir descendre au plus près possible pour savoir quelles sont nos performances et pour pas mettre à mal un de nos fournisseurs. L'indicateur suivant, c'est l'origine de nos achats. Donc voilà, comme vous le voyez, on a une préférence pour le travail européen, puisque 86% de nos dépenses vient de l'Europe de l'Ouest. Environ la moitié vient de France, et étant un groupe alsacien avec un fort ancrage local, on est aussi content de dire que voilà, on dépense 67 millions d'euros juste en Alsace. Donc ça, c'est des choses qu'on suit aussi, on essaye de s'objectiver tous les ans. Alors, on n'a pas un objectif où on dit on veut faire du 100% local. Hein. C'est pas la cible et c'est pas possible aujourd'hui. Je tiens à le rappeler, on vend des solutions avec d'électroménager. Il serait très compliqué aujourd'hui de vendre les électroménagers qui vont pour une cuisine ou autre, qui viennent de France ou uniquement d'Europe. Un autre indicateur, c'est la réciprocité. Il peut paraître étrange celui-ci, mais c'est également important pour nous de savoir, voilà, que là où on achète, on revend. Ça fait une boucle vertueuse qui crée de la valeur. Donc on est content de dire que voilà, 76,4% de nos achats viennent des 5 pays qui sont nos principaux clients. Si on prend la page suivante, un qui nous tient à cœur aussi depuis très longtemps, ce sont nos achats dans le secteur protégé et adapté. Donc, on a référencé en 2022 un 4e ESAT avec qui on travaille. On a un partenariat en local avec quelques kilomètres à quelques kilomètres de chez nous, où on nous fait de la préparation de commandes. Il y a depuis des années un vrai travail de partenariat où il y a eu de la montée en compétences. On va pas simplement dire à l'ESAT il nous faut ça, non. On aide aussi on apporte de la méthodologie dans les tâches à faire pour que ce soit fait correctement, mais pour surtout apporter un support que les équipes n'ont peut-être pas. Donc on a des ingénieurs méthodes qui viennent et qui sont capables d'aider à l'industrialisation ou plutôt à fluidifier le processus dans les ateliers. Et ça représente un chiffre d'affaires non négligeable de 2,25 millions d'euros et plus de 120 personnes toute l'année qui travaillent pour nous. Sur un groupe, Schmitt Group, aujourd'hui, c'est environ 1850 personnes. Donc, on est très content de cette performance. La matière première également, on suit donc 94% de ce qui vient, de ce qui est vendu dans nos cuisines, c'est une fabrication européenne. Pour nous, c'est très important. On met ça dans nos contrats. On veut connaître l'origine de la matière. On ne veut pas simplement dire on va chez le fournisseur du coin qui nous vend quelque chose sans qu'on sache d'où ça vient. Non, non. On veut connaître l'origine exacte de la matière qu'on achète. Donc, on est capable de dire aujourd'hui que 94% de ce qu'on achète en matière première, ça vient de l'Union européenne. Là également, sur l'origine, on regarde d'où viennent nos fournisseurs. Et pour ça, on se base sur Transparency International qui, tous les ans, publie un indice de perception de la corruption dans
120, 140 pays, j'ai pas en tête exactement le nombre, mais voilà, vous voyez sur la carte les différentes couleurs et on s'assure que quand on achète dans un pays qui n'est pas forcément un pays qu'on connaît bien, on connaît la situation de la France, mais on n'est pas toujours exemplaire en termes de corruption. Néanmoins, on regarde tout ce qui est acheté au sein de Schmidt Group, d'où ça vient. On a une liste qui est basée dans notre ERP. On a rajouté les codes et les notes de transparency. On est capable de sortir à l'article près la note de corruption. Alors, on veut pas non plus bloquer et arrêter de travailler avec un pays du monde parce qu'il a une mauvaise note. Néanmoins, c'est une aide à la décision. Et si on choisit d'aller dans un pays, on s'assure que là où c'est fait, l'entreprise est correcte et on va les auditer. Et justement, par rapport à ça, on peut voir que dans tous les fournisseurs qui sont des fournisseurs Europe de l'Ouest sont audités à 100%. Partout où on pourrait avoir un doute, on a les équipes chez nous qui se déplacent et qui vont voir sur le terrain ce qui est fait par nos fournisseurs. Et là où nous ne contractualisons pas directement, c'est-à-dire on achète par exemple un fournisseur français qui lui sa matière il est revendeur et ça vient de Chine, et ben nous avons un gentleman agreement dans nos contrats où voilà on dit nous on veut le nom de votre fabricant, on veut aller l'auditer, par contre on contractualisera pas directement avec lui. Et là les rangs 2, nous sommes à 90% audités à ce jour. Voilà. Et on se base bien évidemment sur les règles du droit international. Quand on va là-bas, on garde que tout est respecté et aussi sur les standards, par exemple le BSI pour les fournisseurs qui sont en Asie. Un autre indicateur pour nous qui est très important, tout le monde le sait, hein, quand on achète un meuble, une grosse partie c'est du bois. Aujourd'hui, nous sommes à 87% des approvisionnements qui sont certifiés PEFC. Pour nous, PEFC, c'est une certification importante. C'est une démarche volontaire, hein, donc on peut voir certains reportages qu'il a décrits. Néanmoins, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que ce soit respecté correctement chez nous, parce que le bois, c'est une ressource d'avenir et c'est un indicateur qui montre que voilà, sur toute la chaîne de valeur, on fait attention à une gestion durable de la ressource. Donc, par exemple, pour PEFC, on est capable d'aller jusqu'à sur du rang 3 de nos fournisseurs pour aller vérifier que le bois est bien issu de forêts durablement gérées. J'ai mis que quelques indicateurs parce que je pourrais vous en mettre encore tout plein sur les tailles d'entreprise avec lesquelles on travaille, mais il faut se concentrer vraiment sur l'essentiel. Ça a été dit précédemment, il faut dérouler la démarche au fur et à mesure et tirer le fil pour rajouter des indicateurs au fur et à mesure et pouvoir s'améliorer avec le temps. Merci Christophe, merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes. Actualité, et puis toujours pour le passage à le prochain webinaire donc a lieu au mois d'octobre. Là, il est encore sur un gros sujet d'actualité dans les achats, puisqu'on va parler décarbonation des achats avec des solutions opérationnelles qui vous seront présentées. Et puis, pour les entreprises qui sont basées dans le Grand Est, les ouvertures de candidature pour notre parcours sourcing durable qui existe, qui sera du coup pour la 5e année consécutive en place, sont ouvertes pour l'année 2024. Donc, vous avez le lien vers les dossiers de candidature. On va passer maintenant au temps de questions-réponses. Je vais démarrer par Sabine. Il y a eu une question, enfin Sabine ou même Christophe, et même si les autres veulent intervenir, vos micros, vous pouvez les ouvrir évidemment. Comment est-ce qu'on peut se fixer un objectif quantitatif par rapport à des indicateurs, par exemple le montant des achats à réaliser en France? En fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il faut en fait que vous preniez en compte vos impacts, votre secteur et vos objectifs RSE. Et en fait, si vous avez une promesse client, par exemple, vous êtes un
un chef étoilé, et puis vous avez une promesse client. Je prends un exemple très simple, c'est une TPE, hein, un chef étoilé, une promesse client de dire c'est un restaurant qui est locavore. Je vous nourris avec des produits qui sont du territoire. Ben, votre objectif d'achat à réaliser en France, sur tout ce qui est achat alimentaire, il est à 100%. Il n'y a pas à négocier, c'est 100%. Donc, ça veut dire que vous interdisez aussi, alors ça va être France ou territoire d'outre-mer, vous interdisez aussi l'huile de palme, l'huile de coco, ces choses-là. Donc là, il n'y a pas à transiger. Après, si vous êtes Mondelez et puis que vous faites du gâteau industriel et que derrière, vous avez de l'huile de palme, votre objectif de montant d'achat en France pour les denrées alimentaires que vous intégrez dans vos gâteaux, ça ne peut pas être 100% des achats en France. Ce n'est pas possible. Donc, vous fixez un objectif qui est réaliste. Et donc, pour se fixer l'objectif réaliste en accord avec, un, votre stratégie RSE et deux, avec la capacité de ce que peuvent faire les achats au regard du marché qu'ils ont, enfin, de la catégorie d'achat qu'ils ont acheté et du marché qu'ils ont en face fournisseur, eh bien, c'est d'abord de faire un état des lieux. Quel est d'abord, premier objectif, première année, quel est d'abord le montant de mes achats que je fais en France? Et une fois que je sais, eh bien, si ma promesse client et ma stratégie RSE, c'est de développer mes achats en France, eh bien, je vais travailler sur une progression de cet indicateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Est-ce qu'on sait quels risques sont encourus par les entreprises si elles ne font pas le reporting CSRD? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont prévus? Par qui? Des amendes? Combien? Et alors, Bon, il y a un normalement, il faudrait le faire. Hein. Il y a un contrôle obligatoire par les ETI. Après, à ma connaissance, peut-être Marion peut répondre hein, sur BPI. À ma connaissance, je sais pas je pense pas qu'il y ait de sanctions financières. En tout cas, quand vous êtes un acheteur et que vous allez chercher dans la plateforme européenne votre fournisseur et que vous n'allez pas le trouver, ben, vous n'allez pas le préférer. Il y a toujours, c'est comme Ecovadis. Moi, je me dis, il y a plein de gens qui veulent pas remplir le questionnaire Ecovadis, mais en fait, avoir une note Ecovadis, c'est montrer quand on a une démarche de progrès sur les sujets extra-financiers. Et donc, pareil sur la CSRD, ne pas se conformer à la réglementation, c'est voilà. Alors pas vu pas pris peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre sur le montant de l'amende. Merci. On a quelques acheteurs publics qui sont avec nous aujourd'hui. Côté établissement bancaire, tout ce qui a été présenté, la politique RSE qui est mise en place dans un établissement public, est-ce qu'elle joue aussi sur les taux proposés? Frédéric? Pardon, j'ai pas bien compris la question. On a quelques établissements publics qui sont présents aussi au webinaire des acheteurs publics. Est-ce que ce qui a été présenté par rapport aux entreprises est valable aussi pour les établissements publics? Oui. Ça rentre également dans notre accompagnement, enfin, notamment par rapport à la transition énergétique. Hein. Enfin, je pense que c'est le sujet d'une entreprise privée ou publique. Oui. Ouais, ok, super, merci. Là, plutôt Ecovadis. Alors, double question. Est-ce que la confidentialité des informations et des datas fournies par les entreprises est bien respectée, on va dire? J'espère que oui. Et puis, est-ce qu'avec la nouvelle CSRD, est-ce que on peut s'attendre à des évolutions dans l'évaluation Ecovadis, que ce soit au niveau de la méthode ou de la notation? Alors, je commence par la dernière question. Donc oui, évidemment, nous on suit toujours les réglementations. Hein. C'est le rôle d'Ecovadis, c'est d'accompagner nos clients, que ce soit les entreprises évaluées ou que ce soit les donneurs d'ordre. On va s'aligner, on va faire évoluer nos méthodologies, comme on l'a fait pour le devoir de vigilance, comme on l'a fait pour la loi Sapin 2, puisque ces réglementations vont demander un certain nombre d'engagements et on va faire évoluer pour s'aligner à cela et aider nos clients à reporter. Ça va être aussi une aide Ecovadis pour justement reporter sur la CSRD. Donc, on a aussi des tableaux de bord qui vont rendre compte de toutes les actions qu'on a mises en place, que ce soit sur ces achats responsables ou sur sa propre politique RSE. Donc, évidemment, on évolue et on suit. Et pareil, ça a été en Allemagne, hein, parce que le devoir de vigilance a été aussi repris sur l'Allemagne avec le LKSG. Donc, évidemment, on évolue. Et pour répondre à la première question, évidemment, c'est la sécurité et la confidentialité, c'est clé. Et c'est même, je dirais, un avantage d'Ecovadis par rapport à répondre à des questionnaires Excel et partager des documents avec vos clients directement,
ça peut induire quelques risques, comme qu'est-ce qui va être fait des données que je vais partager? Est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées? Il y a une notion d'RGPD aussi. Quelle est la responsabilité que prend mon client quand je lui partage ces informations? Parce que c'est des informations qui sont privées, confidentielles, personnelles. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on encadre. On va s'assurer d'être compliant avec la réglementation RGPD. Donc, nous, on est un peu le tiers de confiance entre vous, société, les documents que vous nous mettez à disposition, et c'est vous qui choisissez les documents que vous souhaitez partager ou ne pas partager, puisque ça reste vos données. Et nous, par contre, on va rendre compte de ce que l'on a constaté dans ces documents de manière à assurer à vos clients que les actions sont mises en place. Voilà. Merci. Alors, une précision d'un participant pour compléter la réponse. Donc oui, effectivement, les entreprises sont exposées à des risques légaux dès lors que la SRD sera validée et transposée dans chacun des pays. Il y a déjà visiblement des contentieux auprès de tribunaux. Alors, une autre question par rapport aux outils, hormis Ecovadis, est-ce qu'il existe d'autres types d'outils pour les indicateurs? Alors, je pense, Sabine peut peut-être répondre, mais je pense que c'est surtout des tableaux de bord qui sont mis en place, peut-être, il n'y a pas forcément besoin d'outils, mais on peut mettre des tableaux de bord en place dans les entreprises. Ce qu'on voit, c'est que bon, les grandes entreprises, elles ont toutes des ERP, donc les données sont tirées des ERP. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises, c'est du Excel qui est utilisé, des gros fichiers Excel. Je ne sais pas ce que Schmidt Group fait, mais j'imagine qu'à partir de votre ERP, vous retravaillez les datas sur Excel. C'est ça, voilà. Sur les données ESG, il y a des clients qui utilisent une plateforme qui s'appelle Tuvalu. J'ai mis le lien dans le chat. Je ne sais pas si j'ai bien envoyé ça. Donc Tuvalu, c'est du reporting extra-financier qui est assez pratique pour les ETI, les grosses PME, stratégie climat et RSE. Voilà. Après, il y a aussi Zei. Zei qui est assez pédago, un petit peu comme Tuvalu. Je vais le mettre, je vais vous mettre le lien. En fait, je crois déjà un bon fichier Excel et quelques indicateurs au début avant de se mettre sur un outil, c'est déjà pas mal. Et voilà, je vous mets le lien dans le chat. Je l'ai mis, c'est bon, Sabine. Ouais, je l'ai remis dans le chat pour tout le monde, oui. Voilà, Zei et Tuvalu. Ouais. Alors, il est 10h30. Bon, il y a encore une question, Sabine. Voilà, je sais que tu as un train à prendre si tu veux nous laisser. Merci encore pour l'intervention. C'est plutôt à destination d'Ecovadis pour savoir si merci à toutes et merci à tous. Merci beaucoup, Sabine. Est-ce qu'Ecovadis a des data centers en Chine? Alors, il y a un objectif derrière cette question, c'est pour rassurer les fournisseurs chinois concernant la protection de leurs données privées qui est incontournable en Chine. Oui, absolument. On a des data centers partout dans le monde et on stocke les données dans là où se trouvent nos clients et selon le souhait de nos clients. Donc, on se conforme évidemment aux obligations réglementaires. On est présent à l'international et il est clair que quand on évalue des fournisseurs chinois, il peut être nécessaire de laisser les données en Chine, tout comme c'est le cas pour l'Europe, tout c'est le cas comme c'est le cas également pour les États-Unis. Donc, absolument. On s'appuie sur un partenaire qui est Azure de Microsoft et qui nous stocke les données là où on souhaite. Merci. Alors, on a fait le tour. Oui. Pardon. Merci. Donc, on a fait le tour des questions. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes. On va donc terminer ce webinaire. Si vous pouviez prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire à l'issue du webinaire, je vous en remercie et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.